Coucou! Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour... Oh, j'ai gardé mon gant de dessin. Aujourd'hui, je disais, on se retrouve pour une vidéo qui a été faite sur beaucoup de chaînes YouTube, de comptes sur les réseaux sociaux qui parlent du TDI. Mais on va faire une vidéo qui va traiter du TDI en profondeur, donc une explication plus complète du trouble que comparé à la courte explication que vous avez eue dans la première vidéo de notre compte YouTube. Donc premièrement, le TDI, qu'est-ce que c'est ? Donc, le TDI, c'est le trouble dissociatif de l'identité, à savoir que ce n'est pas la seule forme de multiplicité. Il y a d'autres troubles qui impliquent la présence d'autres identités, comme la TDS, le TDNS, les systèmes programmés. Même le trouble de la personnalité borderline est considéré comme une forme légère de multiplicité. Mais on va pas parler de ça trop aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur le TDI. Donc, le TDI, ou trouble dissociatif de l'identité, c'est un trouble qui apparaît dans l'enfance. Il est d'origine traumatique, donc les systèmes entre guillemets endogéniques, donc qui sont créés par la seule volonté de l'hôte, ne sont pas à proprement parler considérés comme des systèmes, car dans la définition du DSM, un système est d'origine traumatique, mais on va pas polémiquer là-dessus. Il apparaît donc dans l'enfance suite à des traumatismes soit assez forts pour provoquer cette séparation de l'identité, à savoir qu'il n'y a pas de hiérarchisation des traumas, c'est une question de ressenti de chacun. Quelque chose que vous trouvez traumatisant peut ne pas l'être pour une autre personne et vice-versa. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ou des traumatismes qui se font sur la durée. Par exemple, je donne un exemple, de 5 à 10 ans, voilà. C'est un trouble qui n'apparaît pas à l'âge adulte comparé à d'autres formes de multiplicité. Le TDI, c'est vraiment durant l'enfance. La première fois que le TDI est décelé, ça va être dans les années 1980 suite à l'affaire Billy Milligan, que vous avez peut-être déjà vu passer sur Netflix, qui malheureusement est une énième représentation du TDI qui met en scène un serial killer. Alors je vous rassure, une personne atteinte d'un trouble dissociatif de l'identité a tout autant de chances d'être un serial killer qu'une personne que vous croisez dans la rue, voire parfois moins de chances, car nous avons tendance à rester des victimes, ce n'est pas mauvais, c'est juste un fait, plutôt que des agresseurs. À cette époque, le TDI était appelé trouble de la personnalité multiple, et entre-temps il a changé d'appellation, je vais vous expliquer donc pourquoi. Ça a principalement en fait été changé car les chercheurs qui se sont penchés sur ce trouble, je vais y arriver, ainsi que les psychiatres, médecins, bon bref, les personnes qui se sont intéressées à ce trouble se sont rendues compte qu'il ne s'agissait pas de personnalité, mais d'identité. C'était une question de dissociation de l'identité et pas simplement des changements de personnalité qui sont plus caractérisés comme des changements d'humeur qu'on peut observer chez en fait plusieurs personnes. Donc qu'est-ce qui caractérise le TDI ? Le premier, on va dire, critère décisif, c'est bizarre. Le premier critère, on va dire, symptomatique du TDI, c'est à partir du moment où une personne contient, c'est un peu bizarre, je ne vois pas quel verbe dire, contient deux ou plus identités alternantes qu'on appelle donc alter. Alter, en fait, c'est le terme qui désigne état alternatif de conscience. Les alters ne sont donc pas des personnalités, mais ils sont des identités. Ce qui veut dire qu'en fait, eux-mêmes ont leur propre personnalité, tout comme vous, enfin, si vous êtes non multiple et que vous regardez cette vidéo, vous avez votre propre personnalité et c'est le cas des alters. Ça en fait des personnes en fait à part entière avec leurs souvenirs, leurs rêves, leurs goûts, leur schéma de pensée, leur façon de fonctionner, leurs préférences amoureuses, leurs préférences sexuelles. Ça en fait des personnes à part entière. Bien sûr, à côté, il y a ce qu'on appelle des parties émotionnelles qui sont des fragments.
Alors les fragments, ce sont, comme le nom le sous-entend, des fragments d'identité. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas aussi développés qu'un alter. Ils ont en général une personnalité beaucoup moins développée, des goûts qui sont assez... Parfois, en fait, il n'y en a pas. Parfois, leurs émotions vont être, bloquées sur un état. Par exemple, nous, on a une alter, alors en ce moment, une fragment plutôt, en ce moment, elle est en train de fusionner, mais qui s'appelle Fleur, et elle a toujours été bloquée sur une seule émotion, qui était la tristesse. Elle était toujours triste, et c'est juste comme ça que le cerveau a choisi de la créer, entre guillemets, pour surmonter un certain traumatisme. Dans le TDI, ce qui caractérise aussi les personnes atteintes, ça va être les amnésies. Les alters étant des identités différentes et ayant des souvenirs différents, il arrive que les barrières amnésiques entre chaque alter soient très fortes. Nous, c'est notre cas, on a des barrières amnésiques qui sont vraiment très très fortes, ce qui veut dire que quand un alter prend le contrôle du corps, quand il fronte, on dit, les autres ne se souviennent absolument pas de ce qu'il a fait, de ce qu'il a mangé, de ce qu'il a fait en fait globalement. À savoir que ça varie entre les systèmes, il y a certains systèmes qui vont avoir des barrières amnésiques beaucoup plus faibles, il y a certains systèmes qui ne vont pas en avoir, mais dans ce cas, on ne parle pas de TDI, on parle d'ATDS, oui. Et ça peut varier aussi dans le temps. Nous, dans notre cas, les barrières amnésiques, on sent qu'elles diminuent un petit peu. Bon, elles sont toujours bien fortes. Mais il y a par exemple des barrières amnésiques entre que certains alters qui sont beaucoup plus légères que entre d'autres alters. Je vous donne un exemple. Moi, Alex, je suis très très proche d'un little qui s'appelle Charlie. Je le considère comme mon fils en fait. Et nous deux, quand on fronte, on a des souvenirs partiels de ce que l'autre a fait. Par contre, si, on va dire, Sophia fronte, moi je vais avoir aucun souvenir de ce qu'elle a fait. Et elle va avoir aucun souvenir de ce que j'ai fait. Donc en fait, parfois, certains liens, ou juste sans raison apparente, c'est compliqué parfois de comprendre, les barrières amnésiques entre certains alters d'un même système vont varier. Cette amnésie, dans le cas du TDI, est appelée amnésie dissociative. En fait, c'est une amnésie traumatique qui survient lors d'un événement traumatisant. Le cerveau va choisir de se dissocier. Dans le cas du TDI, en se dissociant, il crée souvent, presque tout le temps, une autre identité qui va permettre de gérer ce trauma et empêcher une sorte de surcharge émotionnelle traumatique. Sauf que, en fait, ce processus va créer aussi une coupure dans la mémoire, dans le souvenir. Ça peut être d'une période donnée ou juste d'un petit instant. Et c'est en fait ce qui crée l'amnésie traumatique et l'amnésie du coup dissociative entre les alters. Il y a des traumas qui reviennent souvent dans le cas des systèmes TDI, abus rituels, violence sexuelle, violence familiale, harcèlement. Oui, en général, c'est ce genre de choses. À savoir que ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas parce qu'un système n'a jamais vécu d'agression sexuelle, qu'il n'a jamais été frappé par ses parents ou qu'il n'a jamais été harcelé, qu'il n'est pas légitime de son vécu, en fait, tout simplement. Un système peut avoir un seul trauma, mais qui a été assez fort pour créer 2, 3, plusieurs alters. Et ça, ce n'est pas quelque chose que l'on doit se permettre de juger, malgré le fait que ce soit l'attitude de beaucoup. Et quand je dis beaucoup, je parle aussi des systèmes, car il ne faut pas croire, les systèmes sont très toxiques également entre eux. La prévalence du TDI est assez controversée, parce qu'il y a ceux qui disent « c'est un trouble extrêmement rare, tu ne... » Désolée. Il y en a qui disent « c'est un trouble extrêmement rare, tu peux pas l'avoir, etc. » Sauf que ce n'est pas un trouble si rare que ça. Le premier chiffre qui avait été donné était que ça touchait 1% de la population. Ce qui est assez rare, on va pas se mentir. Sauf qu'en fait, ce chiffre a été réestimé et il est maintenant certifié que le TDI touche environ 3% de la population avec une majorité de femmes. Sauf que là-dedans, on compte que les systèmes qui sont diagnostiqués.
parce que dedans, il y a ceux qui ne peuvent pas voir de psychiatre, ceux qui sont en errance de diagnostic, ceux qui vont voir un psychiatre mais un psychiatre qui ne croit pas au TDI. Je le rappelle, ce n'est pas une croyance, c'est un trouble. Ceux qui n'ont pas les moyens, enfin bref. Et de l'autre côté, il y a aussi ceux qui n'ont pas de TDI mais qui sont multiples, donc qui ont un ATDS, un TDNS, une autre forme de multiplicité. Donc dans ce pourcentage de 3%, on retrouve en fait que les rares systèmes qui ont le privilège d'être diagnostiqués et que les systèmes TDI. Donc en fait, c'est encore plus petit que ce qui devrait vraiment être. Pour vous donner une idée, on compare souvent le pourcentage de prévalence du TDI au fait qu'il y a plus de personnes atteintes du TDI, ou environ pareil, que de personnes rousses. Donc c'est beaucoup. Dans une journée, vous croisez environ, je sais pas, ça dépend, si vous vivez en pleine campagne, ne prenez pas cet exemple. Mais moi je sais qu'en une journée, je croise environ 3-4 personnes rousses. Et bien dites-vous que c'est la chance que vous avez de croiser quelqu'un qui a un TDI. Et quand on vous dit que c'est pas une croyance, c'est que c'est pas une croyance en fait, c'est un trouble mental. Et je peux comprendre que ce soit difficile à accepter, que certaines personnes sont horribles et font subir à des enfants des choses horribles, mais vous n'avez pas à remettre en doute la souffrance ni le vécu de quelqu'un. Et si vous y croyez pas, ce n'est pas non plus une raison pour venir nous attaquer. Si vous y croyez pas, bah écoutez, restez dans votre coin, ça ne va pas changer notre vie. Les haltères étant des identités à part entière, on retrouve souvent des comportements assez typiques que souvent les gens caractérisent de caricatures ou de stéréotypes. Par exemple, dans les commentaires des haters, on retrouve souvent « Non, mais c'est toujours le même genre de personnes pour des haltères, et ce sont toujours les mêmes genres d'haltères, genre une fille qui a grave confiance en elle, un mec déprimé, un enfant surexcité... » Mais en fait, c'est normal, parce que le cerveau, il a certains, biais cognitifs qui sont ancrés par l'environnement, par la société. Donc, il faut comprendre que les personnes atteintes de TDI ont vécu des traumatismes, souvent ils ne se sentent pas acceptés, et souvent ils ont des blessures d'abandon ou de rejet, même très souvent. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on retrouve des haltères avec une grosse confiance en eux, parce que ça permet à la personne atteinte, enfin au système, parce que ce n'est pas qu'une personne qui est atteinte, je vais m'expliquer après, de se retrouver tout simplement. C'est normal aussi qu'il y ait des haltères dépressifs, parce qu'ils retiennent beaucoup de traumatismes souvent, et c'est eux en fait qui gardent le bateau à flot. C'est pas ça l'expression je crois, mais bref on s'en fiche. Et une enfant, parce que les haltères little, donc les haltères enfants, contiennent une partie de l'enfance qui n'a pas été vécue ou alors qui a été vécue de façon traumatisante. Et c'est important en fait. C'est comme quand on dit que vous avez un enfant intérieur. Bah nous c'est pareil, sauf que c'est une identité à part entière. Il n'y a pas d'ailleurs de nombre limite d'haltères dans un système. Le nombre minimal c'est 2, parce que sinon ce n'est pas considéré comme de la multiplicité, ce qui est plutôt normal en fait. Et le nombre maximal c'est jusqu'à ce que vous en ayez plus besoin, entre guillemets. À savoir que le TDI ne se guérissant pas, en fait, le cerveau peut créer des haltères durant toute notre vie. Donc un système qui a 3 haltères n'est pas plus cool ou moins traumatisé qu'un système qui en a 150. Pour revenir du coup à ce que j'ai dit tout à l'heure en disant que c'est pas une seule personne qui est atteinte du TDI, c'est en fait le système dans son entièreté. Je vais donc expliquer pourquoi. Souvent les gens pensent que l'autre, donc l'haltère qui est là le plus présent, qui est là le plus souvent, et qui gère le quotidien, est l'identité d'origine, celle qui est au centre de tous les haltères, tel un noyau terrestre, enfin ce genre de choses. Et en fait ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'haltère d'origine, il n'y avait pas de première haltère, et je vais vous expliquer pourquoi. Chaque enfant, jusqu'à l'âge de 9 ans environ, a une identité fragmentée. Donc si vous regardez cette vidéo que vous n'êtes pas une personne multiple, vous aussi quand vous étiez enfant, vous aviez plusieurs fragments d'identité. Parce que c'est comme ça qu'un enfant fonctionne, c'est comme ça qu'il apprend à fonctionner en tant que personne entière, comment dire ça,
Sauf que vous, vous n'avez pas eu certains traumatismes, ou vous en avez peut-être eu, mais le cerveau en tout cas n'a pas jugé utile de garder ces identités, ce qui veut dire que vers l'âge de 9 ans, toutes vos identités, vos fragments d'identité ont fait voup et se sont regroupés pour former la personne que vous êtes aujourd'hui. Dans le cadre du TDI, le cerveau, il va se dire « Attends, là ce trauma, c'est pas possible. Là, je ne peux pas le gérer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire rentrer le corps, et donc le cerveau, dans un état de dissociation. La dissociation, si vous ne le savez pas, c'est en fait une coupure avec la réalité. Où vous vous sentez comme extérieur à votre corps et au troisième plan, enfin, c'est... Voilà, une coupure avec la réalité. Donc le cerveau, il va mettre ça en place, et c'est ce qui va créer, du coup, le processus d'amnésie dissociative et traumatique. Cette amnésie, du coup, va protéger une de ces identités, qui va être considérée en fait comme l'autre un petit peu dans l'enfance. Et le trauma qui est en train d'être vécu va être en fait pleinement vécu par un autre fragment d'identité, pour protéger ce qui est censé être la personne principale, si vous voulez. Sauf que si le cerveau il fait ça plusieurs fois, ou s'il fait ça sur plusieurs années, d'où le fait d'un trauma assez fort, ou alors plusieurs traumas, ou un trauma sur une longue durée, comme j'expliquais au début. En fait, s'il fait ça très longtemps et souvent, ça va provoquer un processus, comment dire, réconfortant pour lui. Il se dit, mais ça marche, ça nous protège, donc il ancre ça. C'est comme un programme d'ordinateur. C'est ancré, vous grandissez avec, et après, le cerveau, c'est trop tard, l'identité ne peut plus s'unifier à l'âge de 9 ans environ, ça dépend pour tout le monde, mais environ, c'est environ 9 ans en général. Et du coup, ces fragments d'identité vont grandir. Comme vous, personne non multiple, vous avez grandi. Ils vont grandir, ils vont se découvrir, ils vont apprendre à aimer certaines choses, à en aimer d'autres un petit peu moins. Et c'est ce qui va faire que les fragments d'identité qui sont présents de la naissance jusqu'à environ 7-9 ans vont devenir des identités à part entière et des personnes. Et c'est pour ça, en fait, qu'on ne dit pas qu'il y a un alter d'origine. Parce qu'il n'y en a pas, car toute personne était enfant séparée en plusieurs fragments d'identité. J'espère que c'est assez clair, je sais que c'est un petit peu dur parfois à visualiser tout ça. On fera une vidéo plus en profondeur des rôles, des types, des alters, mais brièvement, on va juste vous donner quelques mots de base, quelques informations de base pour comprendre davantage le langage des systèmes. Premièrement, je vais rapidement reprendre le mot alter. Donc alter, comme je vous l'ai dit, ça signifie état alternatif de conscience, et en fait ça désigne tout simplement les identités qui vivent dans ce corps. Il ne faut pas confondre avec le terme alter ego, car en fait la différence est qu'un alter ego c'est une autre version de soi, alors qu'un alter c'est un soi à part entière, c'est une identité à part entière qui est dissociée de chaque autre identité. C'est lui en fait. Un alter ego, c'est comment dire, comme si on vous avait décalqué avec quelques petites modifications. Une identité, un alter, c'est pas pareil. Les alters peuvent front. Front, ça veut dire prendre le contrôle du corps. Ça veut dire qu'en fait, ils sont, si on prend l'image qui est assez intéressante, je trouve, de la voiture, quand un alter est au front, c'est lui qui est au volant. Il a le contrôle, il voit ce qui se passe, il peut prendre ses propres décisions. C'est lui le boss. Bien sûr, tous les alters peuvent front, mais tous les alters ne le font pas forcément. Je vous rassure, nous, on est presque 80. Il n'y a pas 80 alters qui prennent le front dans toute la journée. Il y en a qui ont pris le front une seule fois dans notre vie et qui n'ont jamais front de nouveau après. Ces alters vont avoir des rôles. En fait, c'est un peu comme leur mission, leur job au sein du système. Ils peuvent avoir comme mission de protéger le système, de prendre soin du corps. Ils peuvent avoir le rôle de conserver certains traumas, de gérer la mémoire.
c'est comme une petite entreprise et chacun a ses petites missions. Les haltères ont aussi des âges différents et certains haltères sont appelés age sliders. Les age sliders, ce sont des haltères qui peuvent changer d'âge. Ils changent d'âge parfois dans la même heure, parfois sur la même journée, parfois ça va être très varié en fonction de certaines situations. Par exemple, nous dans notre système, nous avons Nini qui age slide entre 8 et 10 ans. Ce qui fait que par exemple, elle peut front et elle a 10 ans, elle se sent comme une enfant de 10 ans, et quelque chose, ou sans vraiment de raison, elle va régresser et se sentir davantage comme une personne de 8 ans, ou de 9 ans, enfin bref, dans cette tranche d'âge. En général, cela est lié à une période de la vie, donc par exemple entre 8 et 10 ans, où il y a eu un certain trauma qu'elle détient du coup. Le système, parce que je balance ce mot depuis tout à l'heure, c'est une personne multiple. En fait, c'est le terme qui désigne l'entièreté des haltères qui sont dans un même corps. C'est pour ça que souvent les systèmes ont un nom de système. Nous, c'est Plume, parce que comme ça, les gens, s'ils ne sont pas à l'aise pour demander qui fronte en ce moment, ils nous appellent Plume, ils sont sûrs que ça englobe tout le monde, et basta. Il y en a, ils nous appellent Alex, parce que c'est le nom, c'est mon nom, c'est notre nom de naissance et c'est le nom de l'autre. Ça nous dérange pas. Il y en a, ils sont à l'aise pour demander qui fronte, ça nous dérange pas non plus, au contraire. Et du coup, ils appellent le corps par le nom de l'haltère qui fronte. Le terme pour désigner les personnes non multiples est singlet, mais certaines personnes non multiples, je sais pas, le prennent comme une sorte d'insulte, alors que vraiment il n'y a rien, c'est juste single identity, quoi, donc vous avez une seule identité, c'est pas méchant. L'autre, brièvement, comme je l'ai évoqué en quelques mots tout à l'heure, c'est l'haltère qui va être 90% environ, ça dépend des systèmes, au front. C'est lui qui gère le quotidien. Voilà, c'est le petit patron. Il peut changer au fil des années, il peut prendre une petite pause, un petit congé s'il se sent pas bien, ce genre de choses. J'essaye de vous imaginer beaucoup pour que les personnes non concernées comprennent mieux. Mais en gros, c'est celui qui gère le quotidien et qui est là, bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Enfin, voilà. Souvent, l'hôte va pas toujours s'associer au corps, au nom de naissance. Comme moi, par exemple, je m'associe tout à fait avec l'apparence du corps et je porte aussi le prénom de naissance. Mais c'est pas le cas de tous les systèmes. Ensuite, le mot switch. Un switch, c'est quand il y a un changement entre deux identités. Par exemple, là, Alex, je suis au front. Si tout à coup, Sophia prend le front, donc prend ma place ici devant cette caméra, on dira qu'il y a eu un switch. En fait, c'est laisser sa place à un autre halter ou prendre la place d'un autre halter. Puisqu'on en est à parler du switch, on va parler des différents états de conscience. Donc il y a le front, comme je vous l'ai dit, la place du conducteur. Il y a le cofront. Le cofront, c'est comme si vous étiez dans une voiture d'auto-école. Il y a un halter qui est au volant, donc il y a un petit peu plus le dessus. On va garder l'exemple de moi et Sophia par exemple. Donc moi, imaginons, je suis là au volant, je tourne à gauche, à droite, tiens, ici on allait là-bas, hop, on y va. Et à ma droite, il y a Sophia qui est en cofront. Elle n'a pas de volant, mais elle a des pédales. Donc en fait, elle voit aussi ce qui se passe, elle voit tout très bien, elle peut me parler, tout se passe bien. Mais si elle le veut, à tout moment, elle peut aussi prendre un petit peu de contrôle et, je sais pas, nous faire freiner. Ou me dire, non, en fait, tourne à droite. Enfin, voilà, elle peut aussi se tendre un petit peu, ce qui est très dangereux, ne faites pas ça au volant, et tourner un petit peu le volant. C'est ça le cofront, c'est être deux ou plus haltères au front et je vous rassure, on n'est pas là dans le milieu de la rue à se tirer d'un côté et de l'autre en disant non, moi je vais aller là, non. C'est plus comme si les haltères tac tac tac, c'est un qui va avoir un petit peu plus le contrôle, puis hop un autre, puis hop un autre. Du coup parfois c'est un petit peu déstabilisant parce que il peut y avoir des changements de voix, des changements de situation, enfin de situations, de décisions brusques, enfin ce genre de choses. Il faut pas s'inquiéter. Et enfin il y a la co-conscience. La co-conscience, c'est moi je suis au volant et Sophia, au lieu d'être à ma droite, elle est
Derrière, sur la banquette arrière, elle voit ce qui se passe, elle peut me parler, j'écoute ou j'écoute pas. Elle me parle comme ça, nanana, elle peut chanter à tue-tête par exemple pendant qu'on est en cours, bref, pardon. Mais elle a aucun contrôle sur ce qui se passe. Mais s'il y a un switch, elle peut, hop là, prendre le contrôle. Évidemment, dans la situation de la voiture, on ne peut pas faire ça. Ne faites pas ça. J'espère que la situation de la voiture vous a un petit peu éclairé. En tout cas, c'est une métaphore qui est souvent utilisée et qui est assez claire. Ensuite, il y a le mot inner world. Alors, on y consacrera une vidéo parce que notre inner est vraiment assez complexe. Mais l'inner world, c'est ce qu'on appelle en français le monde intérieur. C'est quelque chose qu'en fait tout le monde a, contrairement à ce que pas mal pensent, mais juste la plupart de la population tout simplement ne s'y intéresse pas, n'est pas au courant ou juste n'arrive pas à y avoir accès et n'y aura peut-être jamais accès. Dans le cas des systèmes, l'inner world en fait est créé par le cerveau comme étant une safe place qui, lors d'une dissociation, lors d'un moment traumatisant, peut permettre à une identité de faire un pas en arrière en fait, de se retirer de la situation et d'arriver dans un environnement qui le rassure. Souvent, les mondes intérieurs ont des manoirs, des châteaux dedans, parce que pour un enfant, ce sont des zones qui sont réconfortantes, qui font rêver, qui sont un peu féeriques et irréelles et qui sont comme un rêve en fait. Mais dans le monde intérieur, dans l'inner world, c'est comme si on était ici. Ça dépend de chaque système. Il y en a, ils ont des perceptions très différentes dans l'inner. Mais nous, par exemple, on peut manger, on peut se doucher, on peut se parler, parce que dans l'inner, du coup, on voit tous les alters avec leurs apparences, leurs voix, etc. Et c'est comme une seconde réalité, en fait. C'est pour ça que nous, quand on fronte, on appelle le monde ici le monde extérieur. Parce que pour nous, c'est vraiment comme deux réalités, en fait, superposées. Les alters qui sont du coup ni au front, ni en co-front, ni en co-conscience, sont dans l'inner world, où ils font leur vie, font des bêtises. La dissociation, je l'ai déjà expliqué, c'est une coupure avec la réalité, et dans la dissociation, on retrouve la dépersonnalisation, c'est le fait de se sentir étranger à son corps, de se sentir à l'extérieur du corps, et la déréalisation, qui est en fait l'impression de vivre dans une sorte de simulation, de vivre dans un rêve pendant un moment, parce que le cerveau ne veut pas gérer un moment ou une certaine situation. Ensuite, on a ce qu'on appelle le blend. Le blend, en fait, c'est quand la personne au front ne sait pas qui elle est. Pour plusieurs raisons, soit il y a plusieurs alters qui sont présents et du coup ça crée une sorte de mélange, et à être trop mélangé, en fait, t'es là à te demander je sais pas qui je suis, je sais pas ce qui se passe. C'est ça, être blend. Ou alors c'est après une grosse dissociation, parfois on peut être perdu et ne plus savoir vraiment qui on est. Et je vais finir avec les deux processus de guérison du TDI, car comme je l'ai dit, le TDI c'est la vie, ça ne se guérit pas, mais il y a deux moyens pour essayer de mieux vivre avec. Il y a ce qu'on appelle l'harmonisation. L'harmonisation, c'est apprendre à s'organiser avec son système, à communiquer, à essayer de réduire les barrières amnésiques, à essayer de travailler sur les traumas, tout ça pour qu'en fait la vie d'une personne multiple en fait soit beaucoup plus vivable et demande beaucoup moins d'efforts et d'organisation. Et enfin, il y a l'intégration. L'intégration, c'est quand l'autre en général, mais ça peut être un autre système, mais bon, il faut quand même que tout le système soit d'accord, ou au moins une bonne majorité, décide de fusionner. Alors une fusion, c'est quand deux alters ou plus décident de travailler sur leur trauma ou autre, et ils se rassemblent et ne forment plus qu'une seule identité. Et ceci se faisant de fil en aiguille, il se peut que en y travaillant beaucoup, des personnes multiples réussissent totalement leur intégration et finissent par être une seule identité, ce qui est très dur et ce qui n'est pas une situation que beaucoup de systèmes veulent, parce que souvent il y a des liens avec les alters, c'est compliqué et ça demande surtout beaucoup de courage, je pense, et beaucoup de travail.
Mais en tout cas, et beaucoup de temps, mais en tout cas, ça permet du coup d'être plus qu'une seule identité, à savoir que le TDI et le processus de dissociation étant toujours ancrés dans le cerveau, la fusion peut se défaire, d'autres alters peuvent quand même arriver, donc c'est assez compliqué. Donc voilà, je vais finir là-dessus pour cette vidéo. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur le TDI si ce n'était pas le cas. Sinon, j'espère que vous y êtes un peu reconnus. Enfin, j'espère. Mais oh, arrêtez d'envoyer des messages! Et, et j'espère vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse tous très fort. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a plu et nous suivre sur les autres réseaux. Bisous tout le monde. Mouah.